Décompte hein, de 10 à 0. Alors, bonjour à tous ceux qui sont déjà en ligne. Donc, pour l'instant, vous n'êtes que 3. Est-ce que vous pourriez, donc vous avez le moyen de nous parler par le chat qui se trouve sur votre droite, la droite de votre écran. Pourriez-vous nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez? Un petit mot dans le chat pour nous dire si c'est OK. Je ne sais pas, Leïla ou bien Raoul ou bien Amandine, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez? Alors. Bon, pas de réponse. Vous savez vous taper en bas de votre écran à droite? Si vous pouvez nous entendre? Alors, pour l'instant, personne ne répond. C'est des personnes qui étaient déjà en ligne il y a une demi-heure, donc peut-être qu'ils sont... Oui, ils sont peut-être pas encore devant leur écran. Ouais. Alors, bon, on va attendre 30 et puis de toute façon, on lancera s'ils ne sont pas là. Enfin, j'espère qu'ils vont se connecter. Donc, je refais un petit appel pour ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous nous entendez? Oui, parfait. Donc, Leïla vient de nous dire que oui, donc c'est bien. On est donc vu et entendu. C'est déjà ça. Donc, merci à ceux qui sont en ligne. Donc, on va attendre pile poil 19h30 pour commencer. Donc, bonjour à Leïla, que je crois savoir qui elle est. Donc, Bonjour Leïla. Voilà, on vous connaît, on vous a reconnu. Donc, il y a 2 minutes et puis on démarre pour de vrai. Donc, en attendant, est-ce que d'autres personnes pourraient nous dire s'ils nous entendent? Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, il y a Raoul et Amandine. Est-ce que vous nous entendez aussi? Moi, je ne sais pas si c'est encore là. Ah, super. Merci Amandine. Donc tout va bien. Alors bon, donc en attendant de pouvoir commencer, vous savez que vous pouvez, on est 4 désormais, vous pouvez tout à fait intervenir grâce au chat, poser des questions. Donc on les prend si vraiment la question, il n'y a pas de réponse qui est donnée lors de la suite du webinaire. Vous pouvez aussi intervenir pour donner vos commentaires et puis au besoin, on répond soit en direct, soit un petit peu après en fonction du déroulé de la conférence, hein. Voilà. Alors, sachez aussi que le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez besoin de partir ou de vous absenter avant la fin, vous pourrez revoir le webinaire en entier sur le site de la prévention médicale. Il sera disponible d'ici une huitaine de jours pour ceux qui ne sont pas inscrits. Pour vous, ce sera assez vite, hein, ce sera, je pense, dans les 48 heures à venir. Voilà, donc il est 29. Il est 19h30, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc vous savez ou vous ne savez pas, mais donc sur le site de la prévention médicale, nous faisons régulièrement des webinaires. Nous en avons 4 ou 5, dont toujours un est consacré aux activités vétérinaires. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, et c'est souvent au mois de juin d'ailleurs, hein, c'est assez traditionnel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui intéresse aussi les professionnels de santé médicaux, puisqu'on parle, alors pas d'hospitalisation d'établissements de soins vétérinaires, mais des problématiques de risques infectieux qui manifestement, en ayant un petit peu préparé avec les vétérinaires ce webinaire, sont assez semblables à ceux qu'on rencontre en médecine humaine. Alors moi, je suis donc médecin humain, Marie-Christine, mais je m'occupe du sujet de la prévention médicale et donc j'accueille un habitué qui est Michel Bossier, qui va se présenter dans 30 secondes, et puis le docteur Cyril Poncet. Donc les deux sont docteurs vétérinaires et ils vont nous dire
un petit peu qui ils sont avant qu'on commence un peu ce webinaire. Je vous laisse démarrer, Michel. Bon, Michel Bossier, je suis un ancien omnipraticien. J'ai exercé pendant 30 ans comme omnipraticien dans un établissement de groupe. Et puis, accessoirement, j'ai été le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Le sujet d'aujourd'hui est d'ailleurs lié à des préoccupations que j'ai pu avoir, puisque, comme nous le verrons, la prévention du risque est liée à des considérations déontologiques également. Merci. Et donc, Cyril Poncet. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Cyril Poncet, je suis vétérinaire également. La particularité peut-être, c'est que moi, je fais que de la chirurgie du chat et du chien pour ma partie, et je travaille dans un hôpital vétérinaire. Donc du coup, ça rejoint un petit peu le sujet du jour. Donc c'est une grosse structure qui est sur Paris. Où on est 150 au total à travailler, 65 vétérinaires, 60 ASV, c'est-à-dire des infirmières vétérinaires, et une 40 personnes sur la partie administrative. Et donc, en travaillant dans des grandes structures comme celle-ci, on est naturellement, et on le verra au cours de l'exposé, peut-être plus exposé que les autres encore à ce genre d'infection hospitalière. Voilà, donc vous avez deux brillants vétérinaires qui vont vous parler de ça. Donc moi, je suis un peu le naïf ou le candide de l'affaire, puisque je ne suis pas vétérinaire. Donc je vais essayer de peut-être de temps en temps mettre un petit peu mon grain de sel, mais je pense que la parole est à eux. Donc on va commencer par le sujet, si vous voulez, c'était la première partie, de balayer un petit peu l'ensemble des risques qui sont liés à l'hospitalisation vétérinaire des animaux, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, on va d'abord essayer de voir avec Michel qui ça concerne et comment ça fonctionne. Et puis peut-être d'abord de préciser ce qu'est l'hospitalisation s'agissant d'un animal. Voilà. Et bien sûr, la diapo suivante, voilà, on voit que donc hospitaliser un animal, c'est le garder en continu dans l'établissement de soins vétérinaires pour des soins nécessités par son état. Hein. C'est comme ça qu'on peut caractériser l'hospitalisation d'un animal. Alors, le but, évidemment, c'est de le rapprocher du vétérinaire de manière à ce qu'il y ait une continuité accrue des soins. Le but, donc, c'est naturellement de mieux le soigner, d'améliorer le rapport bénéfice-risque, mais précisément, on va voir que l'hospitalisation elle-même n'est pas sans risque. Voilà. Alors, une petite remarque simplement, on n'emploie pas fréquemment en médecine vétérinaire, dans le monde vétérinaire, la notion d'hospitalisation de jour. Enfin, je l'ai pas souvent entendu, alors que c'est une notion assez courante en médecine humaine, en hospitalisation humaine. Mais pour autant, c'est assez fréquemment pratiqué. Il est fréquent que le propriétaire de l'animal laisse son animal le matin et puis le reprenne le soir, dès lors que les soins ont été donnés. Donc c'est une pratique fréquente en hospitalisation vétérinaire, même si elle n'est pas dénommée hospitalisation de jour. C'est pas sans incidence pour notre sujet, s'agissant du risque, et notamment du risque avec le propriétaire. L'ancien président de l'ordre a connu une période où il y avait des contestations qui étaient toujours liées à la surveillance, et la surveillance notamment la nuit et pendant les week-ends. Donc, d'où cette notion d'hospitalisation de jour pour différencier un petit peu ce qui se passe le jour et puis ce qui peut se passer la nuit ou un week-end. Juste un petit mot pour dire que là, on va exclure de notre sujet l'hospitalisation dans le cas de la chimiothérapie anticancéreuse, parce que c'est quelque chose d'assez spécial, avec des considérations très, très spécifiques, et puis la même chose dès lors qu'il s'agit de physiothérapie. Alors, il peut être intéressant de voir aussi quelles sont les espèces. Voilà, les hospitalisées. Mais toutes les espèces domestiques peuvent être hospitalisées, et même en pratique rurale, maintenant, on hospitalise des bovins, des petits veaux. Hein, donc, il y a des cliniques vétérinaires pour bovins avec des cahiers des charges spécifiques. Enfin bon, nous allons nous intéresser essentiellement ici aux animaux de compagnie, chiens, chats. Il y a les chevaux aussi qui peuvent être concernés. Ah, non, mais pas de souci. Bon, d'accord, c'est pas grave, on va continuer. Donc et puis, ce que je voulais dire tout de suite, c'est que il y a un point particulier, la faune sauvage. Hein, les personnes apportent parfois des animaux de la faune sauvage, des animaux qu'ils ont récupérés. Alors ça également, nous l'excluons catégoriquement du sujet pour aujourd'hui, parce que c'est
un sujet particulier qui concerne et qui doivent être référés au centre de soins de la faune sauvage. Voilà, c'est hors le cadre de notre exposé. Ce qui veut dire que quand vous avez un animal de ce type-là qui arrive dans un cabinet vétérinaire ou dans un hôpital vétérinaire, il n'est pas pris en charge, il est renvoyé vers un centre spécialisé? Oui, il le faut. Voilà, je dirais que c'est la loi. C'est la loi. D'ailleurs, même les personnes ne devraient pas nous l'apporter. Oui, elles sont dans une situation illégale en récupérant un animal sauvage et en nous l'apportant. Voilà. Donc, mais ça, si vous voulez, c'est très spécifique. Je pense que il faut l'écarter de notre sujet et voir peut-être maintenant tout de suite quels sont les divers types d'établissements de soins vétérinaires. Voilà, ça c'est important parce que historiquement, le vétérinaire exerçait d'abord à la campagne. Hein, historiquement, au début du XXe siècle, et il n'exerçait même pas en cabinet. Puis s'est créé, au milieu du XXe siècle, la notion de cabinet, assez vite suivie, 10-15 ans plus tard, années 60-70, par l'idée d'hospitaliser précisément des animaux et de créer donc ce qu'on appelait les cliniques vétérinaires. Les centres hospitaliers vétérinaires au sein duquel, par exemple, exerce Cyril, sont apparus, je dirais, tout à fait à la fin du XXe. Hein. C'est même le code de déontologie de 2003 qui les a, je dirais, caractérisés. Et puis, sont apparus, et ça c'est notamment avec le code de déontologie de 2015, les centres de vétérinaires spécialistes. Donc, il y a 4 types d'établissements de soins vétérinaires. Alors, le seul, finalement, dans lequel l'hospitalisation, il n'y a pas d'hospitalisation, où elle peut avoir lieu, mais elle ne s'impose pas, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas liée à l'appellation du site, c'est le cabinet vétérinaire. Et donc, quand vous parlez de vétérinaire spécialiste, c'est spécialiste d'organes ou d'espèces? Spécialiste d'organes, hein, voilà, spécialiste, ou alors d'activité. Ça peut être spécialiste en chirurgie des animaux de compagnie, comme Cyril. Ça peut être des spécialistes en dermatologie, en cardiologie, médecine interne, etc. Voilà. Donc spécialiste, on est bien sur des spécialisations organiques, si je puis dire. Juste, petite sans insister, il y a eu la notion de modules qui sont apparus avec le code de 2015 et puis de cahier des charges. On va y revenir sur cette notion de cahier des charges parce que le respect du cahier des charges, c'est une façon de prévenir les risques liés à l'hospitalisation. Voilà. Donc, on va travailler sur 2 types de risques, en gros. Hein. C'est les risques qui sont liés directement à l'animal et à sa surveillance. C'est Michel qui va nous en parler. Voilà. Et puis, dans la deuxième partie, on fera un grand zoom sur le risque nosocomial. Tout à fait. Alors, il faut la fugue a été évoquée dans la petite bande-annonce de la conférence d'aujourd'hui. La fugue, bon, évidemment, d'ailleurs, c'est pas spécifiquement lié à nos animaux domestiques, comme l'avait rappelé Marie-Christine, puisque ça existe aussi. L'animal humain peut fuir l'hôpital. Tout à fait. Bon, voilà. Alors, évidemment, c'est un premier risque pour l'animal et donc pour le vétérinaire. Hein. Le risque, l'animal s'échappe, il peut se blesser, il peut se tuer, il peut être mordu par un autre animal. Donc, la pathologie de l'animal peut être aggravée. Et de surcroît, alors là, ça avec un autre, sur le plan de la responsabilité, c'est un autre aspect de la responsabilité. Il peut lui-même causer un préjudice à un tiers. Hein. Il peut griffer ou mordre une autre personne, un autre animal. Il peut être responsable d'un accident sur la voie publique, etc. Donc il y a un certain nombre de questions de responsabilité, hein, si vous voulez, qu'on ne va pas du tout aborder ici, puisque la conférence de ce soir ne porte pas sur la responsabilité du vétérinaire. Mais bon, on comprend bien que ça fait partie des risques et qu'il faut les prévenir. Bon, la prévention, ça concerne, elle passe par la conception de l'établissement de soins vétérinaires. Hein. L'architecture, quand l'établissement il est un petit peu à la campagne, il peut y avoir une clôture extérieure. C'est surtout après le problème de la porte d'entrée et de sortie qu'il convient de gérer tout cela. La question des fenêtres, hein, si on a un oiseau et qu'il s'envole, la fermeture des cages, hein, voilà, c'est une. Et puis, je pense qu'il y a après toutes les procédures internes, les modalités de contention, les procédures internes. Certains vétérinaires exigent que l'animal soit tenu en laisse. Voilà. Bon, on ne va pas insister davantage sur ce premier aspect, c'est pas le plus important, même si alors, ce qui est intéressant de voir après, c'est ce qui se passe. Voilà, on a notre animal, il est là, bien hospitalisé, il reste à la clinique, il va falloir surveiller son état clinique, mais il y a
un certain nombre de risques qui sont liés à son comportement. Il faut quand même comprendre que c'est un animal qui est arraché à son maître, à son milieu, et qui se retrouve dans un autre environnement auquel il n'est pas habitué. Il y a des manifestations possibles d'anxiété, il peut s'agiter. En s'agitant, il peut, notamment s'il est en perfusion dans sa cage, dans son box, s'enrouler le tube, s'entortiller le tube de perfusion, et avec des conséquences qu'on imagine facilement. Il y a des conséquences sur le comportement alimentaire, est-ce qu'il peut refuser de manger, etc. Après, il y a des manifestations d'anxiété et peut entraîner un certain nombre de perturbations, mictions, défécations, etc. Ça, évidemment, il y a des conséquences sur la propreté et le confort de l'animal. Tout cela, c'est facteur de risque pour l'animal, mais aussi, je dirais, de risque dans la relation entre le praticien et le maître de l'animal. Comportement destructeur, certains animaux, certains chiens s'arrachent systématiquement leurs pansements, peuvent attaquer la plaie opératoire, s'arracher les cathéters, etc. J'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un chien qui finalement avait mangé mangeait le V-trap et les cathéters. Il était précisément chez des spécialistes pour des problèmes gastro-intestinaux. C'était susceptible d'accroître. Après, il y a eu un ensemble de complications parce que l'animal a fait une obstruction intestinale, etc. Bon, des comportements d'automutilation aussi. On m'a rapporté avant-hier l'exemple d'un chat qui, au réveil de l'anesthésie, s'est agité dans tous les sens et a eu un réveil tellement brutal qu'il s'est fracturé un croc, ce qui va donc nécessiter, je dirais, une réparation du croc. Voilà. Donc, bien entendu, la prévention, c'est surtout dans la surveillance, dans la compréhension du comportement de l'animal, et la surveillance, il faut en tenir compte pour éviter ce genre d'ennui. Voilà. Alors après, s'agissant de l'animal, bien sûr, il est malade, donc il faut surveiller son état clinique, la surveillance médicale, notamment post-opératoire. Là, je racontais l'exemple d'un chat qui avait été, pour une petite intervention extrêmement minime, la consoeur avait choisi de faire une prémédication avec un petit peu de buprenorphine et puis d'induire l'anesthésie au masque et de maintenir au masque. Donc, il a été immédiatement mis dans sa cage. Il n'a pas été bien surveillé dans les secondes qui ont suivi. Il s'est mis dans tous ses états. Il a eu un réveil brutal, sursaut, et c'est comme ça qu'il s'est fracturé une canine. Voilà. Donc, il faut surveiller. Il y a les paramètres à surveiller, bien sûr. La surveillance, ça comporte la surveillance de l'évolution des symptômes, des signes cliniques. Il faut naturellement il faut remplir la fiche de soins. C'est important pour la traçabilité. Après, il y a la question de l'administration des médicaments. J'évoquais tout à l'heure la perfusion. C'est un mode fréquent d'administration des médicaments pour un animal hospitalisé. Encore faut-il qu'on surveille suffisamment souvent pour éviter tous les inconvénients et tous les risques autour d'une mauvaise perfusion. Voilà. Alors, les choses ont évolué au niveau déontologique. J'ai vu que vous aviez un code de déontologie vétérinaire qui encadre un petit peu tout ça. Oui, c'est vrai. On va y venir. Voilà, tout à fait. On va y venir dans un instant. C'est cela. Tout simplement parce que l'ancien président de l'ordre que je suis a été évidemment préoccupé par ces questions parce qu'il y a eu une phase effectivement où il y a eu beaucoup de litiges. Et effectivement, j'ai appris avec satisfaction que ces litiges ont nettement diminué parce que, notamment depuis l'application du dernier code de déontologie de 2015, on va voir pour le comment. C'était, comme je l'avais déjà un petit peu laissé entendre, à propos de la continuité des soins, notamment quand l'hospitalisation, je dirais pour la phase d'hospitalisation qui s'effectue en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. Alors ça concernait essentiellement les cliniques vétérinaires. Ça ne concerne pas les centres hospitaliers vétérinaires puisqu'ils sont ouverts en permanence et qu'il y a toujours dans ces établissements, jour et nuit, une présence vétérinaire. Mais dans les cliniques vétérinaires, il y avait une certaine vulnérabilité et parce que finalement les choses n'étaient pas bien précisées, elles ont été précisées par le dernier code de déontologie et notamment l'arrêté pris en application du code de déontologie. Le dernier, c'est un arrêté du 13 mars 2015 qui a
préciser les modalités, les dispositifs de surveillance et surtout la communication avec le maître, hein, qui indique aujourd'hui, qui a institué le principe sur lequel on va revenir, qui, à mon avis, est un principe très protecteur pour le vétérinaire, c'est celui des conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins vétérinaires, qui doivent être bien, je dirais, établies au sein de l'établissement avec toute l'équipe et qui doit être porté à la connaissance du propriétaire de l'animal. Eh bien, si le propriétaire de l'animal, il connaît bien les conditions générales de fonctionnement de l'établissement, il est beaucoup moins enclin à, je dirais, se plaindre d'un dysfonctionnement. Ça veut dire que lorsque vous avez un animal hospitalisé, le centre vétérinaire doit forcément soumettre au maître la lecture de ces conditions générales? Oui, oui, disons que voilà, tout à fait. Ça peut éviter d'ailleurs souvent les confrères nous parlent, nous disent voilà, oui, évidemment, j'aurais dû faire un contrat ou etc. Finalement, le contrat est toujours possible, bien sûr, c'est encore mieux. Mais déjà, il faut faire ce qui est obligatoire, qui est devenu obligatoire, c'est porter à la connaissance d'une part du Conseil de l'ordre, mais surtout du propriétaire de l'animal, les conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins vétérinaires. Bon, c'est l'occasion d'établir un dialogue, surtout avec le propriétaire. Il faut lui indiquer comment ça se passe. Il n'y a pas d'exigence dans la clinique d'une surveillance continue, c'est-à-dire d'une présence vétérinaire continue. La surveillance peut être discontinue, elle doit être adaptée au cas. Encore faut-il que ce soit clairement évoqué avec le propriétaire de manière à ce qu'il y ait un consentement parfaitement éclairé. En fait, c'est ça, hein, c'est le consentement éclairé. Je crois qu'on peut alors un petit peu avancer hein, aussi. Donc, on est sur un site où on gère les risques, hein, donc l'intérêt, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut les prévenir. Tout à fait. Alors moi, je pense que pour les prévenir, il faut d'abord commencer par éviter d'hospitaliser en surcapacité par rapport aux effectifs de personnel soignant. On voit de temps en temps des situations où tous les animaux arrivent en même temps, à telle heure, on hospitalise beaucoup d'animaux à la fois, et puis on n'a pas le moyen d'assurer la surveillance. Hein. Ce sont des situations qui sont... Donc je crois qu'il faut adapter l'hospitalisation, le nombre d'animaux hospitalisés, autant que faire se peut, à la capacité, c'est-à-dire aux effectifs de personnel soignant disponibles au moment où on hospitalise. Et puis, il faut surtout bien, je dirais, il faut que les missions, notamment des auxiliaires de santé vétérinaire, soient clairement définies. Il faut bien communiquer au sein de l'équipe. Il faut bien définir au cas par cas les paramètres à surveiller, faire des checklists. Hein, il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Et puis, de manière à il faut être attentif au comportement de chaque animal, bien enregistrer les soins, les événements, faire déclencher, apprendre à l'équipe à déclencher un diagnostic pour tout signe inattendu sur un animal. Et puis surtout, il faut respecter le module hospitalisation. Hein. Alors ça, c'est quelque chose d'important maintenant avec ce nouvel arrêté de 2015 qui a été pris en complément du code de déontologie 2015. On raisonne un peu par module. Hein, que tous les établissements dans lesquels il y a de l'hospitalisation, ils doivent respecter le module hospitalisation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un local dédié, équipé du matériel nécessaire à l'hospitalisation et à la contention, on l'a vu un petit peu des espèces indiquées. Et puis surtout, ça renvoie aux conditions générales de fonctionnement de l'établissement qui précisent les conditions d'hospitalisation et de surveillance des animaux, notamment en dehors des heures d'ouverture au public. C'est ça qui est important. Hein. Et puis, il faut surtout aussi respecter tous ces établissements, ils ont un cahier des charges très précis. J'ai compté, là, sur le site de l'Ordre, je suis allé compter ce matin, pour l'instant, il y a 19 cahiers des charges différents. C'est-à-dire qu'on est allé dans le détail, selon que s'il s'agit d'un cabinet médico-chirurgical, d'une clinique, d'un centre hospitalier vétérinaire, pour chevaux, pour animaux de compagnie, pour bovins, etc. Quand il s'agit de centres de vétérinaires spécialistes, s'agit-il de dermatos, c'est pas les mêmes conditions d'hospitalisation, et tout ça doit être voilà. Et donc il faut que le local réponde à toutes les exigences du module d'hospitalisation, qu'il réponde également au cahier des charges, voilà, bon, point d'eau, oxygénothérapie, bien sûr, la notion de salle, une salle minimum, voire 2 salles minimum, avec une zone de soins attenante. Vous voyez, j'ai pris un exemple en dermatologie, bon, ils ont besoin d'une baignoire, d'une zone de séchage, etc. Voilà. Et puis, je pense que Cyril y reviendra, le local d'isolement pour contagieux, hein, zone de décontamination du personnel, c'est sûr que là, c'est quelque chose d'important. On ne peut plus, autrefois, hein, on a vu des cas, bien sûr,
la profession vétérinaire s'est adaptée progressivement, mais il y a eu des cas où on pouvait, je dirais, mettre dans une cage un animal, hein, je l'ai vu, hein, si vous voulez, il y a 30 ou 40 ans, un animal qui venait d'être opéré et d'avoir subi une entérotomie ou une entérectomie juste à côté d'un animal qui était hospitalisé pour une parvovirose. Bon, voilà. Bon, je crois que donc il faut respecter et notamment, je pense que ce qui est important et c'est qui apparaît sur la diapositive suivante, c'est de bien respecter les conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins vétérinaires. Voilà, ça c'est un concept qui est issu de la directive service, qui a été repris à l'article 8 de l'arrêté. Il est apparu aux confrères évidemment comme une contrainte supplémentaire, une paperasserie, etc. En réalité, c'est très protecteur et je pense que ça évite même la nécessité, je dirais, dans un grand nombre de cas, du fameux contrat écrit. Et c'est quelque chose d'intermédiaire, mais d'obligatoire. Et puis je crois que c'est la culture de l'information, la culture de la transparence qu'il fallait acquérir et qui, je dirais, s'acquiert progressivement. Et les choses vont mieux parce que je sais que ce genre de litige est de moins en moins fréquent. Ça veut dire que les risques pour le vétérinaire diminuent parce que, précisément, je crois il fallait acquérir la culture de l'information et du consentement éclairé. De bien communiquer, en fait. Pardon ? Bien communiquer. Bien communiquer, bien communiquer. Et puis, la diapo suivante, c'est la formation continue, bien sûr, des vétérinaires et des auxiliaires. C'est une obligation déontologique. Elle est imposée, rappelée encore par l'arrêté sur les établissements de soins vétérinaires et les cahiers des charges. C'est un facteur de compétences techniques. Et puis, c'est également un facteur de compétences non techniques, parce que il faut toujours distinguer aujourd'hui les compétences techniques et puis les compétences non techniques. Et assez souvent, d'ailleurs, les litiges, les problèmes qui surviennent, notamment avec le propriétaire de l'animal, ils sont largement autant dus à un déficit de compétences non techniques, problème de communication, management des équipes, plutôt qu'un véritable problème de compétences médico-chirurgicales du praticien. On a les mêmes chez nous. Hein. C'est pareil. Voilà. Alors, en conclusion, afin de donner la parole le plus vite possible à Cyril, je pense que la prévention des risques liés à la surveillance, puisque c'est de cela surtout, il s'agit de surveiller au mieux cet animal hospitalisé, il faut respecter les règles, c'est-à-dire le cahier des charges de l'établissement de soins vétérinaires. Ces cahiers des charges sont très bien faits maintenant, avoir un personnel bien formé, une formation continue assurée, disposer bien entendu de bonnes installations, de bons équipements, mais surtout bien communiquer avec le maître de l'animal. Voilà, je crois notamment sur les modalités de surveillance et notamment pendant les horaires de fermeture au public de l'établissement quand il s'agit d'un établissement qui est parfois fermé en dehors des heures d'ouverture au public. Voilà. Et puis, quand il arrive des dysfonctionnements, il y a toujours des dysfonctionnements, mais il faut les identifier et il faut les analyser et rebondir sur les erreurs qu'on peut observer. Voilà. Bon, écoutez, merci pour toutes ces informations assez générales mais intéressantes sur l'hospitalisation. Donc, on fait un petit zoom un grand zoom même, sur le risque infectieux nosocomial. Donc, on vous laisse avancer, Cyril, en nous expliquant un petit peu qu'on part de loin, puisqu'on part de Monsieur Fleming. Merci de présenter et d'introduire les choses. Alors nous, on va commencer à parler de la notion d'infection nosocomiale. Alexander Fleming, oui, c'était en 1930 à peu près, donc ça remonte à une petite centaine d'années. Lui, il a découvert une molécule miracle qu'on appelle la pénicilline et qui est le premier antibiotique qui a sauvé des millions et des millions de personnes depuis un siècle. Donc ça, c'est quand même important de le souligner et de souligner l'importance des antibiotiques pour la santé humaine. Mais les choses ont dérivé peut-être, ou en tout cas ont évolué d'une certaine façon, et je vous l'ai mis en illustration. Maintenant, on commence à parler de résistance aux antibiotiques, et on va y revenir puisque c'est un petit peu l'objet finalement de cette présentation. Une infection nosocomiale, c'est quoi? C'est une infection qui peut survenir chez un patient, donc ça peut être un homme, ça peut être un chien, ça peut être un chat, au cours d'un séjour. Donc c'est bien important de noter que l'infection, elle est absente à l'admission, à l'entrée de l'hôpital, mais qu'elle est donc acquise lors de l'hospitalisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre, on est en parfaite santé, en tout cas si on rentre dans l'hôpital, c'est qu'on a une maladie, mais en tout cas qui n'est pas une infection a priori, et qu'on va contracter cette infection pendant le séjour. Donc voilà pour définir la notion d'infection nosocomiale.
Si on va un petit peu plus loin, on va, juste pour votre information, définir la notion de prévalence et la notion d'incidence. La prévalence, on pourrait le définir, par exemple, sur le nombre de patients qui vont contracter une infection nosocomiale pendant une hospitalisation sur le nombre de patients qui sont présents dans un hôpital. Donc là, on parle bien à l'instant T. Et on va l'opposer, en tout cas, on va le comparer au taux d'incidence. L'incidence, c'est qu'on prend une période donnée. On va prendre, par exemple, sur une année complète, combien on a eu de nouveaux cas dans un hôpital, qu'il soit hospitalier ou vétérinaire, enfin hospitalier humain ou hospitalier vétérinaire, qui ont contracté des infections nosocomiales sur toute une année par rapport au nombre de patients qu'on a pu recevoir sur cette même année. Donc voilà, entre prévalence et incidence, pourquoi je vous donne ces notions-là? Parce que sur la diapositive suivante, on voit quelques chiffres qui sont assez parlants, je trouve. Quand on dit, par exemple, qu'en milieu hospitalier humain, si on prend une situation française, hein, là c'est des chiffres qui notent entre 5 et 10% en termes de taux d'incidence d'infection nosocomiale dans les admissions hospitalières. Alors ça peut faire bondir, hein. Ça veut dire que quand on rentre dans un hôpital, on a on va dire jusqu'à une chance sur 10 de contracter une infection nosocomiale. Ça peut être plus ou moins grave, on va y revenir, mais c'est quand même une chance sur 10. Le taux de prévalence, il est globalement autour de 10% également. Donc c'est quand même énorme, et l'incidence, on va dire, économique, l'incidence sociétale, l'incidence en termes de santé, vous imaginez que là, on rentre dans un domaine extrêmement complexe. Un chiffre aussi, un décès pour 5000 admissions liées à une infection nosocomiale. C'est-à-dire que quand on va à l'hôpital, si on doit retenir ce chiffre-là, pour avoir des chiffres un petit peu marquants, on a une chance sur 5000 de mourir à l'hôpital à cause d'une infection nosocomiale. C'est-à-dire à cause d'un problème pour lequel on n'était pas rentré initialement dans ce même hôpital. Et c'est parfois mis en place des mesures très drastiques sur plein de sujets concernant la lutte contre le risque infectieux. Ça reste quand même assez élevé. Ça reste assez élevé. Alors, les 3/4 des décès sont attribués à la résistance aux antibiotiques. Donc, on arrive dans un sujet épineux, et ça va être le point sur lequel je vais vouloir insister après. Le risque de décès suite à une infection nosocomiale, c'est-à-dire que je rentre à l'hôpital, je contracte une infection nosocomiale, entre-temps, par exemple, j'ai eu une prothèse de hanche, le risque de décès, à ce moment-là, il est multiplié par 3. Et on sait qu'en France, on a plus de 10 000 morts par an liées à une infection nosocomiale. Là, les données que je vous donne, c'est des données en humaines. En véto, on a quelques données, on pourrait y revenir, mais malheureusement, elles sont un peu moins précises. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, mais elles sont moins précises. Les répercussions des infections, là, je vous les ai listées rapidement ici. On peut contracter des infections nosocomiales à tout niveau, sachant que dans un tiers des cas, les infections nosocomiales sont d'ordre urinaire. Donc, ne serait-ce que par une sonde urinaire, on peut avoir une infection nosocomiale. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est grave, mais ça reste une infection nosocomiale. Sur la diapositive suivante, hop. Je voulais juste opposer très rapidement sur une situation dans un autre pays. Là, on va partir en Suède, donc au nord de l'Europe. Vous l'avez bien reconnu, évidemment. Sur la petite carte que vous voyez, vous imaginez que plus la situation part vers le orange et vers le rouge, plus on a des risques d'infection nosocomiaux qui sont importants en termes de prévalence et d'incidence. La prévalence en Suède, elle est de 4% en termes d'infection nosocomiale, c'est-à-dire qu'elle est 3 à 4 fois moins importante qu'en France. Et il se trouve que dans ce pays-là, les mesures d'hygiène sont instaurées, mais depuis de nombreuses années. C'est le cas aujourd'hui en France, vous allez me dire, mais en Suède, ils ont été précurseurs. Eux, leur objectif et leur philosophie, c'est d'utiliser le moins d'antibiotiques possible. Ça fait au moins une trentaine d'années que cette philosophie est introduite en Suède. Et cause à effet, il se trouve que les infections nosocomiales sont beaucoup moins importantes. Il se trouve que les résistances aux antibiotiques sont beaucoup moins importantes et qu'il y a en parallèle aussi des actions beaucoup plus importantes sur toutes les bactéries multirésistantes. Ça veut dire quoi? Que si on oppose la France et la Suède sur ce sujet, ça veut dire qu'en utilisant peu d'antibiotiques mais en prenant des mesures d'hygiène beaucoup plus importantes, on sait afficher des taux de prévalence qui sont beaucoup moins importants. Alors là, je vous le présente en résumé express, mais c'est cette donnée-là qu'il faut retenir aujourd'hui.
Les SARM, donc c'est les Staph aureus qui sont résistants à méthicilline, pardon. On va y revenir un petit peu plus tard pour mon illustration. Là, sur la partie haute et gauche de cette diapositive, vous reconnaissez ITU, donc infection du tractus urinaire. C'est le site principal d'infection lors d'infections nosocomiales. Là encore, on peut avoir des infections sur cathéter, des infections sur des sites chirurgicaux et des infections du tractus respiratoire ou digestif, comme par exemple une bronchopneumonie qu'on va contracter au cours d'une hospitalisation. Finalement, c'est un peu comme chez les humains, hein, on a les mêmes, à peu près la Exactement, exactement. On va retrouver les mêmes biais, en fait, ou en tout cas les mêmes risques. Les mêmes risques. Là, sur le côté droit, c'est une petite illustration intéressante. Alors, c'est une étude qui a quasiment 15 ans maintenant. C'était un congrès vétérinaire où il y avait 341 congressistes, que des chirurgiens vétérinaires. Et en fait, on leur a proposé à l'admission, juste à l'entrée, de faire un écouvillon nasal, juste pour se rendre compte du taux de prévalence de Staph aureus résistant à la méthicilline. On avait, sur une population de vétérinaires, de chirurgiens vétérinaires, 17,3% de vétérinaires qui étaient positifs à ces Staph aureus résistants à la méthicilline, sachant que le chiffre de référence est de 1%. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est édifiant comme chiffre. C'est que nous, vétérinaires, nous, professions de santé, nous, finalement, nous sommes naturellement, on va dire, infectés parce qu'on est au contact en permanence de bactéries multirésistantes qui traînent dans les structures hospitalières. Donc nous-mêmes, on est des objets à risque. Quand on rentre le soir, on a peut-être oublié de bien se laver les mains, on rentre le soir, on fait un bisou à nos enfants, et bien voilà, on est nous-mêmes porteurs et nous-mêmes sources d'infection pour notre entourage. Ça a été la conclusion de cette étude. Alors, on a un petit cas clinique après ça? Exactement. Là, je vous présente, il s'appelle Lucky, ce petit Golden Retriever. Là. Il a 4 mois. Il a été référé à Frégis, donc dans une structure hospitalière. Et en fait, il a 4 mois et ça faisait 1 mois et demi qu'il était traité pour une giardiose par son vétérinaire. Donc, une giardiose, c'est une parasitose. Il avait eu des antiparasitaires. Jusque-là, tout va bien. Et puis, les choses ne s'amélioreront pas. On a mis en place différents antibiotiques à ce jeune animal. Il a eu 3 antibiotiques différents sur une période d'1 mois au total. Les choses n'allant toujours pas, il a été référé à l'hôpital Frégis. On a mis en évidence une intussusception. Je pense que pour les gens présents, ils ont compris ce que c'était. C'est l'intestin qui, à cause d'avoir des péristaltismes permanents, en fait, vient se recouvrir sur lui-même, en fait. Donc, c'était la conséquence de cette parasitose, mais ce chien, en fait, finalement, il l'avait peut-être depuis plusieurs semaines. On a eu la chance de le découvrir et d'en faire le diagnostic. Ça a été traité chirurgicalement. Le traitement chirurgical, je veux dire, il est tout bête. On défait le tuyau et ensuite, on fait une plicature. C'est l'image qu'on voit en bas à gauche pour éviter que l'invagination survienne de nouveau. Pourquoi je vous montre ce cas? Ce cas, il nous a été référé, il était en diarrhée au moment de l'émission, il a été pris en charge, il a été opéré, il s'en est sorti. Donc, chance à lui, on est très heureux pour lui. Mais à la suite de cette histoire, on a eu, comme tous les hôpitaux, plein de chirurgies qui se sont enchaînées dans les mêmes blocs opératoires. Évidemment, entre chaque chirurgie, les blocs sont nettoyés par des détertions mécaniques à minima quand c'est le même jour. Mais dans la foulée, on a commencé à avoir des chirurgies. Alors, on peut mettre la diapositive suivante, si vous arrivez à voir les choses. On voit, alors je pense qu'on arrive à voir un petit peu les choses. Voilà, par exemple, on a eu un chien qui a eu une plaie, j'arrive moi-même pas très bien à lire, mais qui a eu une plaie chirurgicale infectée. On a fait une bactériose sur cette plaie chirurgicale et on tombe sur un entérobactère cloacaré multirésistant. Je dis, c'est quand même bizarre ça pour une simple plaie chirurgicale, on tombe sur ça. 2 jours plus tard, hémilaménectomie, c'est-à-dire une chirurgie de hernie discale. On fait un écouvillon entérobactère cloacaré multirésistant. 2 jours plus tard, là, on a une infection sous-cutanée, on fait une bactério, entérobactère cloacaré multirésistant, et ensuite, à partir de là, alors je vais y passer un petit peu les choses, mais toute chirurgie qui ont été faites dans le même bloc opératoire ont eu des bactériaux systématiques en fin d'intervention. On a eu un taux, alors je vous passe le chiffre, mais je pense qu'on est arrivé à 16
bactériopositive Enterobacter cloacae, avec le même germe multirésistant. Donc l'histoire, vous l'avez compris, hein, ce jeune Golden qui a été pris en charge par Frégis, qui avait eu un tas de soins importants dans d'autres structures auparavant, est arrivé chez nous, il a été pris en charge, mais il nous a laissé un beau cadeau, il nous a laissé un germe multirésistant qui a contracté tout un tas d'animaux. Ben voilà ce qui se passe dans une structure hospitalière vétérinaire, voilà ce qui se passe à Pompidou, au PHP. Il y a quelques années, ils ont eu une série comme ça, à tel point qu'ils ont dû fermer leur hôpital. Nous, aujourd'hui, à date, on n'a jamais eu à fermer les hôpitaux ou les blocs opératoires à Frégis, mais c'est arrivé dans beaucoup de CHV en France. C'est arrivé dans, je pense, toutes les écoles vétérinaires françaises au moins une fois dans leur histoire. Quand on a une situation comme celle-ci, bah voilà, c'est une situation de guerre où là, on ferme les blocs, on fait une fumigation complète de l'ensemble des blocs opératoires, bactério-systématique sur tous les cas, parce que là, on a une infection qui est présente dans nos structures hospitalières qu'on peut contracter à tout moment. C'est un cas assez édifiant, en fait, qui peut faire peur même. Mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Heureusement, on n'en a pas tous les jours, ou en tout cas, on ne le sait pas forcément. C'est-à-dire que là, on a réussi à le mettre, à le découvrir, à trouver son origine, et ensuite à prendre, on va dire, à prendre les mesures nécessaires pour qu'on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Alors, et justement, est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter, pour améliorer ça, diminuer le risque, en fait? Les mesures, je vous fais une phrase et j'ai déjà dit la conclusion. En fait, 80% des infections nosocomiales sont manuportées. Ah oui. C'est-à-dire que c'est moi, vous, les infirmiers, les propriétaires même parfois, qui, avec nos petites mains, nos petites mimines, vont transporter les germes d'un patient à l'autre, d'une personne à l'autre, et qui vont finalement entretenir le lien de l'infection entre les différents patients, qu'ils soient humains ou animaux. Donc ça, c'est important à dire, parce que quand on a fait ça, on va prendre finalement, on va appliquer des petites règles, on va dire, qui sont évidentes pour lutter contre l'infection nosocomiale, parce que si on arrive déjà à éradiquer 80% des infections nosocomiales en se lavant les mains, on va se dire que c'est déjà une très belle chose. Bon, ça serait, je vous rassure, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on va quand même dérouler mon petit PowerPoint pour voir comment on peut lutter contre les infections. Les mesures d'hygiène, là, on pourrait en parler 3 heures ou 3 jours pour voir quelles sont toutes les mesures d'hygiène qu'on peut mettre en place dans une structure hospitalière. Elles sont nombreuses. C'est des nettoyages mécanique des surfaces, nettoyage par aérosol, etc., etc. C'est demander aux propriétaires parfois tout simplement qu'ils se lavent eux-mêmes les mains. Ça nous arrive très régulièrement quand ils ont rendu visite à leur propre animal, à titre d'exemple. C'est avoir une asepsie des gestes invasifs, c'est-à-dire quand on pose un cathéter, on prend tout un tas de précautions, on pouvait y revenir rapidement tout à l'heure. Quand on met une sonde vésicale, je vous le rappelle, 1/3 des infections nosocomiales sont liées à des infections du tractus urinaire et très souvent justement à des sondages vésicaux. Quand on fait une endoscopie, si on utilise un endoscopique propre et qu'on passe d'un patient à l'autre et qu'il a été nettoyé proprement et de façon délicate entre deux patients, on va limiter l'infection nosocomiale entre patients. Quand on fait une intervention chirurgicale, c'est juste une photo pour dire qu'on a mis des gants stériles, des champs stériles, etc., etc. Je n'aurai pas le temps de m'attarder sur le sujet, mais c'est juste pour vous sensibiliser. J'imagine que dans vos établissements, vous avez des procédures sur l'hygiène, sur le nettoyage des salles, sur les ports vestibulaires. Exactement. Voilà. Donc, on met en place effectivement on va dire des circuits patients, on met en place des procédures, des suivis de procédures, des responsables de procédures pour faire appliquer les choses. Et ça, c'est un petit travail du quotidien pour faire en sorte qu'on ne transforme pas ces procédures en contraintes et que petit à petit, ça devienne une habitude. Oui. Les gens chez nous, ils ont à titre d'exemple, on a des tenues spécifiques qu'on porte la journée, qu'on enlève le soir quand on rentre chez nous. On n'est pas en tenue de ville. Et oui. Et donc, évidemment, ce qui est important, c'est ça aussi. Voilà, le lavage des mains. Bon, ça, c'est justement, typiquement, ça, j'ai juste repris ce qu'on a à la maison, enfin, à Frégis. On a des petites pancartes qui sont
D'ailleurs, c'est Christophe Le Sueur qui nous a fait le petit schéma, Michel. Oui. Donc là, c'est fais pas ton chien, lave-toi les mains. Voilà, c'est la petite blague. Il y en a un petit peu partout dans l'hôpital. C'est assez sympa, c'est assez didactique. Et puis, ça fait passer le bon message. Et puis, on apprend aux gens à se laver les mains. C'est tout bête, hein, mais on apprend aux gens à se laver les mains. Il y a une façon spécifique pour se laver les mains, que ce soit pour préparer un soin à un animal, que ce soit pour se laver les mains en vue d'une chirurgie. Est-ce que vous utilisez les solutions hydroalcooliques comme en santé humaine pour passer d'un… Oui, exactement. Alors après, pour faciliter, par exemple, entre deux patients, lors de consultation, on va favoriser les solutions hydroalcooliques. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont aussi, on va dire, globalement aussi efficaces que les solutions à la chlorhexidine, et c'est surtout qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Parce que c'est quelques secondes, c'est un pouce-mousse, on en met un peu sur les doigts, et puis on n'a pas forcément besoin de s'essuyer les mains. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, et donc finalement, beaucoup plus incitatif pour nous à le faire au quotidien entre deux patients. Parce que nous, on en utilise beaucoup, hein. On a même un indicateur qui mesure le taux de solutions hydroalcooliques consommées pour savoir si on est vraiment en Incroyable. Ah oui. Intéressant. Donc on met les deux à disposition en fait, mais on met solutions hydroalcooliques et solutions à la chlorhexidine, parce que là aussi il peut y avoir des intolérances individuelles. Donc on propose les deux dans chaque salle. Là, c'est juste une petite illustration de dire quand on se lave les mains, c'est les points rouges, c'est les zones sur lesquelles on doit insister, puisque tout un tas d'études existent maintenant pour montrer que, en général, les zones infectées, résiduelles, sont dans les interstices au niveau des doigts, sont au niveau des pouces, sur cette partie-là. Donc, à chaque fois, on insiste sur cette zone-là, au niveau des ongles. Donc, on se nettoie les ongles, on essaye d'interdire tout ce qui est bijoux, évidemment. Pour tous les chirurgiens, tout ce qui est ongles longs, ongles décorés sont interdits, sont déconseillés pour les infirmiers. En revanche, c'est difficile non plus de tout interdire. Vous arrivez de faire de la pédagogie avec les boîtes fluorescentes pour montrer aux gens comment ils se sont lavés. Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les gens vont se laver les mains avec une solution fluorescente. Ils vont se laver les mains pendant 2 minutes et quand ils reviennent, on a un indicateur qui nous montre la personne qui s'est le mieux lavé les mains dans l'assistance. Donc, c'est assez didactique, c'est assez sympa à faire. Alors, les mesures sur les situations particulières. Voilà, alors après, c'est les mesures d'hygiène qui sont souvent une évidence, mais en fait, l'évidence doit souvent être répétée pour que les choses soient bien faites au quotidien. Donc, quand on met des sondes, quelles qu'elles soient, quand on met des cathéters, des drains, etc., on le fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on met des gants ou à minima, on va se laver les mains avec un gel hydroalcoolique au préalable. Évidemment, tout le matériel est stérile, l'animal a été tondu sur la zone de soins. Ne serait-ce que pour mettre un cathéter, hein, on apprend et on réapprend en permanence au personnel soignant, aux vétérinaires à mettre correctement un cathéter. Ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est comme ça aussi qu'on limite le nombre de phlébites. Hein. La phlébite, c'est une infection nosocomiale, qui n'est pas forcément très grave, mais c'est une infection nosocomiale. Quand vous faites des injections intramusculaires ou autres, moi j'ai des animaux, hein, j'ai vu faire un peu vos collègues. Donc en fait, il y a des infections, mais il n'y a pas de rasage. Donc il ne risque rien là, à ce moment-là. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit raser pour une simple injection? Parce qu'on sait bien que l'animal de compagnie il est moins propre naturellement en termes d'hygiène par rapport à un homme, hein, qui se lave beaucoup plus régulièrement. C'est vrai que pour les injections, sauf injection particulière, on ne prend pas dans le monde vétérinaire l'habitude de tondre l'animal. On a des problèmes, hein, on peut avoir des abcès sous-cutanés sur une injection, ne serait-ce que parfois sur des vaccins, hein, sur des injections vaccinales, on peut se retrouver avec des infections sous-cutanées. Ça reste des situations rares, mais qui existent. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas cette précaution-là. On nettoie avec un alcool. Hein. L'alcool, c'est un bactéricide rapide qui ne tue pas la totalité des germes, mais qui en tue une grande partie. Voilà le type de précaution qu'on va prendre sur des soins comme celui-là. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est quelque chose de difficile à faire admettre également aux propriétaires de l'animal pour des raisons d'esthétique qui tiennent à l'animal de compagnie ou au cheval. Aller proposer de tondre l'emplacement pour faire une injection serait quand même assez mal vécu, assez sûr. Alors, on le fait sur des injections très particulières parce qu'on sait que c'est un produit irritant et qu'on peut avoir des risques d'infection plus importants. Bien sûr.
Donc voilà, là après, je peux vous dire, voilà, l'incidence élevée des infections, ça c'est des données cette fois-ci vétérinaires, hein, c'est beaucoup, hein, quand on fait une sonde urinaire, ça veut dire 10 à 40% d'infections. On sait aujourd'hui qu'il faut essayer de faire des sondages répétés plutôt que de laisser une sonde à demeure. Les risques d'infection sont moins importants. On sait qu'il faut éviter de mettre des antibiotiques quand on met une sonde à demeure sur un animal, parce qu'en fait, on va favoriser l'infection, mais enfin, on ne va pas diminuer le taux d'infection, mais on va surtout favoriser l'infection résistante. C'est bien ça l'objet. On va y venir, mais c'est bien ça aujourd'hui le mal du moment, c'est l'infection résistante. Vous utilisez des systèmes clos pour les sondages? Alors, on utilise des systèmes clos pour les sondages et aujourd'hui, milieu vétérinaire, on essaye surtout d'éviter les sondages à demeure. Alors, on fait des sondages répétés. Je sais que le consensus, il n'est pas forcément si évident, mais en tout cas, dans le monde vétérinaire, aujourd'hui, il y a un consensus pour ça. Bah, en humaine aussi, tant faire se peut, on essaie d'éviter les sondages à demeure. Alors, donc, un petit peu d'informations sur ce fameux sondage urinaire. Voilà, donc voilà, système clos, on utilise un peu, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Vous savez, les petites capotes qu'on met sur les prépuces, sur les mâles, pour éviter de créer un sondage mécanique au niveau de l'urètre. On évite absolument les antibiotiques de couverture. Encore une fois, l'antibiotique de couverture devrait être interdit ou proscrit si on suit bien un petit peu les recommandations du moment. Ça n'empêche sans doute pas l'infection de mettre un antibiotique de couverture, mais surtout, ça favorise la résistance, je vous l'ai dit juste avant. On prend toutes les règles d'asepsie, je vous l'ai dit. Combien de temps on peut mettre en place un antibiotique quand on a une infection urinaire dite probablement nosocomiale? En fait, combien de temps on va mettre en place un antibiotique? Si on veut en mettre en place, c'est le moins longtemps possible. Là aussi, je pense que Marie-Christine, il ne faut pas hésiter à me couper si les notions ne sont pas les mêmes en médecine humaine. Aujourd'hui, on considère qu'on ne met plus en place un antibiotique sur une durée minimale de 10 jours, comme ça pouvait être fait au préalable. On va arrêter l'antibiotique dès qu'on peut l'arrêter. On fait des cultures de sondes systématiquement quand on doit mettre en place des sondages à demeure, pour le coup. Au moment du retrait, on coupe un petit morceau de sonde et on l'envoie à bactériaux pour éventuellement identifier une infection multirésistante qui pourrait se déclarer dans les jours à venir. Les catés maintenant. Les catés. Alors là, les catés, les animaux sont tondus systématiquement. Ça, il n'y a pas d'exception possible. Alors ça, parfois, ça irrite les propriétaires, mais c'est comme ça. Sur les explique, je pense qu'ils peuvent comprendre. Oui, ils peuvent comprendre, mais il faut parfois leur expliquer longtemps. Donc, on se nettoie les mains de la même façon, on porte des gants s'il le faut, on reste en système clos, on nettoie régulièrement les cathéters, on les change toutes les 48 heures ou tous les 3 jours en fonction des habitudes des uns et des autres. Et évidemment, si on a le moindre doute, on retire le cathéter et on change de patte. Voilà les recommandations du moment pour un cathéter intraveineux. Alors, vous avez aussi les modalités de contamination de tout ça. Ouais, ça, c'est pour comprendre comment ça survient, en fait, pour qu'il y ait une infection nosocomiale. J'aime bien le répéter, mais en fait, déjà, pour qu'il y ait une infection nosocomiale, il faut un germe. Sinon, ça ne marche pas. Il faut un patient. Sinon, ça ne marche pas non plus. Et il faut il faut un environnement pour que ça fonctionne. Et l'environnement, à partir de là, il peut être assez varié. Ça peut être l'environnement, le chirurgien, qui lui, avec ses grosses patounes, va de façon manipulée apporter l'infection. Ça peut être le patient lui-même, parce que le patient est parfois lui-même porteur. Ça peut être un acte chirurgical. Un acte chirurgical est dit dans des conditions stériles, mais ça n'est pas toujours le cas. On peut faire nous-mêmes des fautes d'asepsie. Vous voyez, c'est tout un événement, toute une chaîne assez complexe qui peut, avec un patient et un germe, déclencher cette notion d'infection nosocomiale, sachant et en prenant conscience qu'il faut quand même un certain nombre de germes pour déclencher une infection nosocomiale. Le patient, lui, il est dit immunocompétent, il est capable de se défendre quand il y a quelques germes. Quand ça va dépasser, on va prendre un chiffre, 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million de germes par gramme de tissu. À partir de là, on considère que le patient lui-même ne saura plus se défendre et que l'infection va se déclarer. Et ça va vite. Et ça va très très vite. Ouais. Et ça va très très vite.
Ça, je pense qu'on peut passer très vite, même si on n'est pas forcément trop en retard. Mais voilà, c'est juste pour donner des notions d'infection qui peuvent survenir en fonction de la contamination d'un site. Donc là, c'est la notion du patient qui lui-même peut être parfaitement stérile sur un site stérile, mais ayons conscience que parfois c'est plus compliqué que ça. Si par exemple je vais faire une entérotomie, ouvrir un intestin, ben, le geste, il y a un geste septique. On a beau travailler proprement, il y a un geste septique. Donc là, on passe en général d'une chirurgie dite propre à une chirurgie dite propre contaminée, parce qu'elle peut être facilement contaminée. Et donc là, on sait statistiquement que le risque d'infection nosocomiale est plus important. On peut avoir des stades contaminés. Là, cette fois-ci, typiquement une fracture ouverte. C'est extrêmement fréquent dans le milieu vétérinaire. Donc l'animal est présenté avec une fracture, mais il se trouve que l'os sort de la peau. Donc là, évidemment, il y a une contamination et au moment où on intervient, on sait que le site est contaminé. Donc là, on va prendre des précautions particulières. On va éventuellement réfléchir à mettre des antibiotiques, mais on ne va pas le mettre dans toutes les situations. C'est ça que je vous dirai tout à l'heure. Et on va aussi considérer qu'on a parfois des chirurgies qui sont dites sales ou infectées, avec des risques d'infection nosocomiale, cette fois-ci de 20%, ce qui est énorme. Mais c'est comme ça arrive. Donc on prend l'exemple d'un pyothorax, on prend l'exemple d'un corps étranger digestif qui a perforé l'intestin, qui se trouve maintenant dans l'abdomen, où on a une péritonite. Ben là, on est en site infecté. Donc on va devoir prendre des précautions un peu drastiques pour gérer cette infection, parce que l'infection, elle est déjà presque présente, donc on va juste éviter qu'elle se surdéveloppe. Sur la diapositive suivante, si on retient tout à l'heure qu'il faut parfois un chirurgien pour gérer ou générer une infection nosocomiale, ben on va donner tout un tas de principes au chirurgien pour qu'il puisse opérer dans les meilleures conditions possibles et limiter l'infection. Mais limiter l'infection, c'est pas uniquement travailler de façon aseptique. C'est protéger les tissus, c'est éviter les saignements, c'est préserver la vascularisation pour que les tissus sur lesquels on travaille restent parfaitement sains, c'est manipuler de façon douce les tissus, c'est limiter les tensions. On sait très bien que si on referme une plaie, je pense que Michel sera d'accord, et qu'il y a des tensions, les tensions vont générer une inflammation et une infection secondaire. Ça, c'est quasi automatique quand on fait des chirurgies de plastie un petit peu complexes. Tout à fait. Ça, c'est des principes d'Alsted qui ont été donnés il y a plus de 100 ans maintenant. Donc, je tiens juste à le souligner. Alsted, c'est un ancien chirurgien auquel on peut accorder maintenant toute notre confiance. Et je pense que ces principes ont été trop longtemps oubliés, où on avait tendance à vouloir agresser les tissus pour mieux les réparer. À mettre des antibiotiques dans tous les sens pour limiter l'infection. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire complètement marche arrière. Alors, je peux vous donner quelques exemples, je crois, parce qu'on n'en a pas forcément après, mais alors, ça peut faire bondir. Mais aujourd'hui, je fais une hernie discale, je fais une hémilémectomie sur un chien. Il va recevoir une injection d'antibiotiques au moment de l'injection, et après, il n'y aura plus du tout d'antibiotiques. Je fais une entérotomie demain à Prégis. On fait une injection d'antibiotiques au moment de l'induction et il n'y aura plus d'antibiotiques, ni pendant la phase de réveil, ni en post-opératoire. On n'a plus du tout d'utilisation d'antibiotiques sur des chirurgies comme des chirurgies de convenance, les ovarectomies typiquement. On n'utilise plus du tout d'antibiotiques, même pas l'induction. Ça fait 10 ans qu'on a mis ça dans nos pratiques. De façon évidente, on n'a pas plus d'infection, mais surtout, si jamais l'infection survient en post-opératoire, je prends le cas d'une ovarectomie banale ou classique, je ne mets pas du tout d'antibiotiques, parce que l'antibiotique, ce n'est pas automatique, on l'explique aux propriétaires, parce que parfois ils peuvent être un petit peu surpris. L'infection peut survenir 5 jours, 6 jours après, parce que ça peut survenir, le risque zéro n'existe pas. Ben là, à ce moment-là, il n'y a pas de panique, on le met sous antibiotiques pendant 3 jours, fin de l'histoire, c'est rentré dans l'ordre. En revanche, celui qui a eu des antibiotiques, à l'induction, en post-opératoire, son antibiothérapie de couverture, 5 jours plus tard, il aura sans doute le même risque d'avoir une infection, mais là, cette fois-ci, il va falloir se battre, parce qu'il va falloir faire une bactério, identifier le germe multirésistant, et il va falloir taper très fort pour réussir à se sortir d'une situation comme celle-ci. Voilà, je prends l'exemple
d'une ovario de convenance, parce que c'est, on va dire, la chirurgie la plus classique en médecine vétérinaire courante, mais ça permet parfois de faire réfléchir un petit peu à notre attitude du quotidien. D'accord. Alors, il y a des bonnes pratiques que vous allez nous expliquer, puisqu'on en est là maintenant, on arrive sur la fin, mais c'est donc les Voilà. préconisations, c'est quoi? Les bonnes pratiques, c'était pour le chirurgien. Les bonnes pratiques pour l'animal et pour nettoyer un animal. Donc ça, c'est peut-être plus à destination des infirmiers quand ils vont devoir nettoyer les patients avant de les passer au bloc opératoire. En milieu vétérinaire, aujourd'hui, on utilise beaucoup la chlorhexidine savon qui doit se passer au minima 2 minutes sur le patient. Donc on alterne en fait un scrub sur l'animal. On va l'alterner avec de l'alcool parce qu'on sait que l'alcool peut potentialiser l'action de la chlorhexidine. Donc c'est parfaitement complémentaire. Donc on va avoir tendance dans notre pratique à alterner chlorhexidine savon, alcool, chlorhexidine savon, alcool. Et si on veut faire ça dans les règles de l'art, on fait ça 7 fois de suite, au minimum 2 minutes, parce qu'on sait que le temps d'action est aussi important que le nombre de passages. Ça, sans doute, on le répète pas assez. On porte des gants, en tout cas, on fait ça proprement. On peut, en alternative, utiliser de la povidone iodée, savon. Ça, c'est fait partie, on va dire, c'est peut-être plus une question d'habitude que de preuve scientifique, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que la chlorhexidine savon est en train de prendre le dessus pour tout un tas de raisons. Et en fin de lavage, on applique un spray alcoolique sur le patient. Et typiquement, comment on le fait ici chez nous, l'animal, il est nettoyé en salle de préparation. Ensuite, il est transféré dans le bloc opératoire. Et c'est à ce moment-là où on rajoute un spray alcoolique, parce qu'on peut toujours imaginer qu'il y a eu une faute d'asepsie au moment du transfert. Ça, vous n'avez pas la chance de pouvoir prendre la douche à la bétadine à vos patients. Parce que nous, on fait Exactement. Ça. Voilà, ça c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que nous, on n'a pas cette chance-là. On pourrait le faire. Hein. On pourrait raser Kiki de la tête aux pieds la veille et le passer au savon. Mais en fait, on a même montré, parce que ça a été testé, on a même montré que c'était une erreur, en fait, parce que de tondre l'animal, ça crée une micro-irritation au niveau de la peau. Et en fait, ça va irriter les glandes sudoripares qui vont sécréter pendant plusieurs heures. Et en fait, du coup, on va faire plus de mal que de bien. On va favoriser l'infection. Oui, non, avant, on rasait maintenant on tombe, mais pas 50 000 ans avant. Hein, c'est justement après la douche et tout ça, c'est fait après. Et donc, sur l'antibioprophylaxie, du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait, comment on le fait? Alors, je pense que c'est la diade après. Voilà, l'antibioprophylaxie. Alors, en général, on va le réserver à des chirurgies longues, parce qu'on sait que le temps de chirurgie a une incidence extrêmement importante sur le risque d'infection. Passer 1 heure de chirurgie, toutes les demi-heures, on double le risque d'infection, juste pour avoir un petit chiffre en tête. Quand on a la présence d'un implant chirurgical, quand on est dans un niveau de contamination qui est supérieur ou égal à propre contaminé. Si on réfléchit au tableau que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les chirurgies propres, donc typiquement une ovariectomie, pour reprendre cet exemple, on est pour une chirurgie propre, donc on est en dessous du niveau de contamination indiqué, donc on ne va pas faire d'antibioprophylaxie. Et puis on va l'utiliser sur des patients dits à risque, par précaution. Le patient dit à risque, c'est quoi? C'est un animal très âgé qui a insuffisance cardiaque, un Cushing par exemple, ou un chien qui est immunodéprimé. Celui-ci, on va prendre des précautions particulières de façon individuelle. Quelle molécule on peut utiliser? Aujourd'hui, dans le monde vétérinaire, la molécule la plus utilisée, c'est une céphalosporine, c'est la céphalexine, qui est beaucoup utilisée dans notre milieu, qu'on a parfois malheureusement du mal à se procurer. Ça peut paraître absolument aberrant. Mais aujourd'hui, dans le monde vétérinaire, on a parfois du mal à se procurer des antibiotiques de base, des antibiotiques de première génération, et c'est cela qui devrait justement être au libre accès pour les vétérinaires. Et ça, c'est un gros sujet de société, je trouve. Hein. C'est mon coup de gueule du jour. Plutôt que de nous donner accès à des molécules comme des quinolones de troisième génération qui sont à tort utilisées encore aujourd'hui parfois pour une antibioprophylaxie, parce que les vétérinaires n'ont parfois rien d'autre à disposition, parce que pour faire une antibioprophylaxie, il faut le faire par voie injectable, pour que ce soit suffisamment efficace. Et c'est particulièrement difficile aujourd'hui dans le monde véto d'avoir ce type de molécules de première génération. Donc je vous ai mis ici le type de molécules qu'on peut utiliser.
Et même nous, à Frégis, parfois, on doit taper très fort du poing sur la table, même en étant une structure hospitalière, pour pouvoir se procurer ces fameuses molécules. Et c'est assez regrettable de devoir se dire qu'on va faire une antibioprophylaxie avec une quinolone de dernière génération. Bien sûr. Voilà pour ces petites recommandations sur l'antibioprophylaxie. Alors, comment ça se fait? Là, il y a des règles qu'on connaît parfaitement. Donc là, on injecte par voie intraveineuse, je vous l'ai dit. Ça se fait en général 30 minutes avant l'incision chirurgicale. L'objectif étant d'avoir la cinétique et le taux d'imprégnation maximale de l'antibiotique au moment du geste chirurgical. Donc, sur la plupart des antibiotiques, ça correspond à 30 minutes avant l'incision chirurgicale. Donc, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on injecte l'antibiotique au moment où on fait l'induction. On répète l'administration si nécessaire. Je prends l'exemple d'une chirurgie orthopédique où toutes les 90 minutes, on va répéter l'injection intraveineuse. Toujours pareil, pour avoir ce taux sérique maximal d'antibiotique au chevet du patient, en tout cas au chevet du site chirurgical. L'exemple de la céphalexine, la plus utilisée normalement aujourd'hui, on l'utilise à 20 à 30 mg kg par voie intraveineuse. Au moment de l'induction, on le répète toutes les 90 minutes et on arrête après l'intervention, puisqu'on parle bien d'antibioprophylaxie. Et là aussi, l'erreur est facile de continuer après la chirurgie pour faire une antibio-couverture qui, je vous le répète, n'a pas de sens scientifique. Donc, on est censé arrêter cet antibiotique à la fin de l'intervention. En tout cas, le continuer, on n'a jamais montré son intérêt à continuer en antibiotique en l'absence d'infection dans les conditions dans lesquelles je vous ai cité plus haut. Écoutez, on arrive au bout de notre heure de conférence. Donc, en conclusion, peut-être quelques règles de base. Exactement. En conclusion de tout ça, ça veut dire que, là, vous l'avez compris, il faut se laver les mains. Donc, pensez à vous laver les mains avant de sortir de la salle, ne serait-ce parce que vous aurez pianoté sur votre ordinateur et que votre ordinateur est un vecteur d'infection extrêmement important, comme les téléphones portables, comme les interrupteurs, etc., etc. L'utilisation des raisonnés des antibiotiques, elle est indispensable, elle est primordiale, elle concerne la santé de nos animaux, mais elle concerne aussi notre propre santé pour demain. Je pense qu'on a montré l'exemple, nous, en tant que vétérinaires, avec les fameux plans éco-antibio, 1, 2 et maintenant 3, en diminuant de façon drastique l'utilisation des antibiotiques par rapport à il y a 10 ans. Je crois qu'on a diminué de 40%, si mon chiffre est exact. Donc, on a montré qu'on savait montrer le chemin en diminuant la quantité d'antibiotiques. C'est pas pour autant qu'on a plus d'infections. Ça, je peux vous le dire. Il faut me croire sur parole. Et puis, c'est accepter de transmettre la bonne parole. C'est accepter de se remettre en cause, parce que de plus utiliser d'antibiotiques après une vario, c'est pas si facile que ça, peut-être pour certains confrères. Il faut répéter le message, le répéter avant de devoir l'imposer. Parce que le pire de tout, ça serait si on devait se voir imposer les choses dans notre profession. Et on a su montrer qu'on était une profession parfaitement responsable. Et je le dis de façon très sincère. Je le confirme, l'ancien président de l'ordre le confirme. Nous sommes le seul endroit au monde même où nous avons réussi à diminuer l'utilisation, la prescription d'antibiotiques de 41% en 5 ans, alors que nous avions un objectif de 25%. Mais vous êtes discipliné, beaucoup plus que nos confrères. Oui, je crois. C'est ce que m'avait d'ailleurs dit un jour le directeur général de la santé, qui était venu me voir pour me demander la recette. Mais je crois que vous avez dit très justement, Michel, à un moment donné, que vous aviez aussi un rôle en matière de santé publique, parce que vous avez aussi un rôle en inspection vétérinaire. Et je pense que ça joue beaucoup sur votre façon de voir aux pratiques. Bien, écoutez, merci à vous deux pour cette conférence très intéressante où on a abordé le risque d'hospitalisation, mais surtout le risque nosocomial. Et je précise à ceux d'abord, on remercie ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, donc merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à venir revoir ce webinaire sur le site de la prévention médicale et surtout d'en parler autour de vous de manière à ce que plus d'autres personnes puissent le voir, parce qu'on était beaucoup inscrits, pas beaucoup présents, mais je pense qu'on peut le revoir assez rapidement en replay et que ça intéressera encore beaucoup d'autres personnes. Merci à vous deux et puis peut-être à bientôt pour ce qui nous concerne, Michel, et puis peut-être à notre conférence, Monsieur Poncet. Merci beaucoup, merci Marie-Christine, merci à tous et bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.